d'être avec nous sur Ecofin Télévision dans ce tout nouveau numéro de votre magazine Grand Entretien. Nous recevons aujourd'hui le docteur Florent Poumou. Il est médecin congolais évoluant en Angleterre depuis plusieurs années maintenant. Bonjour docteur. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. En séjour à Kinshasa, vous passez donc sur Ecofin Télévision. Je rappelle que vous fûtes directeur d'un think tank appelé Kamoto Center. Vous avez co-créé également la constellation avec des personnalités telles que Olivier Kamitatou à l'époque. Vous êtes surtout membre du mouvement Table Ronde. On va en parler en long et en large. Et enfin, vous avez participé aussi à la création, on va dire ainsi, du FONUS, le parti politique de Joseph Olengankoy. On va parler un peu de tout ceci, mais je tiens à rappeler à nos téléspectateurs le thème de cette émission, les élections de 2023 en République démocratique du Congo et la géopolitique justement de notre pays. Nous en parlons avec vous, docteur Florent Poumou. La toute première question, je l'ai dit donc, vous êtes membre, on va dire ainsi, du mouvement Table Ronde. Parlez-nous un peu de ce mouvement. Ça fait quoi concrètement? Bon, d'abord, je tiens à vous remercier de m'avoir invité à cette émission. C'est un plaisir pour moi. Vraiment, je suis ravi de cette invitation et je vous dis merci. En fait, le mouvement de la Table Ronde, avant de parler du mouvement de la Table Ronde, si vous permettez, je vais dire que un peu une chose qui peut aussi profiter à beaucoup de gens qui nous écoutent en ce moment. Quand j'étais en deuxième gradué médecine à l'université Lubumbashi où j'avais commencé mes études de médecine, nous avions un professeur qui nous disait toujours que vous devez vous occuper de la politique, parce que si vous ne vous occupez pas de la politique s'occupera de vous. Bon voilà, on a négligé cela jusqu'à ce que je sois en dernière année de médecine à l'université de Kinshasa. On a fermé l'université pendant 2 années. Et à cette époque, j'ai compris que vraiment, si vous ne vous occupez pas de la politique s'occupera de vous. Alors, avec un groupe des amis, nous avons dit, écoutez, comme il y aura la conférence nationale souveraine, nous allons participer à la conférence nationale souveraine. À cette époque, les gens se moquaient de nous, de comment vous allez faire. Nous avons créé cette constellation, qui était une organisation. Nous nous réunissons à l'immédiat. Il y avait un club qu'on appelait Nefertiti, avec les Olivier Kamitatou, les Richard Kititi. Nous avons créé Constellation. Et moi, j'étais le représentant de Constellation au niveau de l'Union Sacrée de cette époque-là. On sait jamais. L'Union Sacrée de l'époque. Oui, Issoral. Et je tenais de réunion avec les Papa Tshisekedi, les Kibasa Maliba. J'ai toujours aujourd'hui ma carte de Constellation. Et Constellation était à la conférence nationale souveraine de cette époque. Bon, voilà. Le mouvement de la Table Ronde, c'est un peu comme on dit, heureux qui comme Ulysse a fait un beau voyage et est revenu plein d'usages et de raisons. Donc nous sommes le groupe de Congolais de la diaspora, comme j'ai dit. La plupart, il y a aussi quelques membres qui sont ici à Kinshasa. Nous avons quitté le pays, nous sommes allés ailleurs, dans d'autres cieux. Nous avons appris beaucoup de choses et surtout nous avons participé à la gestion de ce pays-là d'une façon ou d'une autre, à différentes capacités. Les pays d'accueil donc. Oui. Et nous avons voulu mettre notre expérience, ce que nous avons acquis, pour le bénéfice de ces pays que nous avons laissés, que nous voyons qui avancent petit à petit, mais pour nous, vraiment, à pas de caméléons. Donc le mouvement de la Table Ronde, c'est ce mouvement qui est encore informel, mais qui sera formel dans un cours futur, qui veut participer à l'expansion des idées, à cette brainstorming qui va arriver pour que nous puissions donner nos idées pour faire avancer ce pays dans tous les secteurs de la vie publique. Dans tous les secteurs de la vie publique, qui en sont les membres? Seulement la diaspora congolaise au niveau de l'Angleterre ou toute l'Europe et même les États-Unis? Bon, nous avons... c'est pas un parti politique, c'est un mouvement. Bien sûr. En tant que mouvement, il y en a qui participent à décider sans être formellement membres. Nous n'avons pas encore le membership, comme on dit, de façon formelle. Mais nous avons déjà un groupe de gens qui participent à ces grands débats et qui déjà nous ont des idées. Mais il y a aussi quelques membres qui ont commencé à adhérer au niveau du pays ici, mais la plupart sont encore au niveau de la diaspora. Voilà. Alors, avant de passer à la thématique de notre émission, j'aimerais qu'on puisse parler un peu des Kamoto Center. Vous faites donc directeur de ce think tank. Ça faisait quoi concrètement? C'était quoi la mission et les objectifs?
Bon, je crois que Kamoutou Sende a sûrement été le premier think tank au Congo. Parce que dans les pays avancés, la politique s'est faite d'abord au niveau des think tanks. Les think tanks, ce sont des générations d'idées pour faire avancer les choses. Quand vous voyez un parti politique, les démocrates aux États-Unis, ou les républicains, ou les Labour Party, ou les Tories en Angleterre, les idées qu'ils propagent, leur politique, comme on dit en anglais, viennent des think tanks. Les think tanks, ce sont des sources de réflexion pour l'idéal politique. Donc, ce que nous faisions aussi cela. Et d'ailleurs, à ce titre, j'ai été reçu 2 fois au département d'État américain où on m'a posé des questions sur ce que je pensais sur la politique de la RDC. Donc, quand vous créez des choses comme ça, ça aide. Souvent, j'écoute les dirigeants de ces pays ou les prétendus ou les candidats, les futurs, sûrement ceux qui seront les leaders viennent de là. Quand vous écoutez leurs idées, il y a un peu de décousu dans tout cela. Ça montre qu'ils n'ont pas vraiment... Certains sont bons, j'ai écouté certains qui sont très bons, très valables, mais beaucoup sont encore dans l'étape où vous sentez que les idées n'ont pas été vraiment très, très approfondies. J'entends par exemple des gens qui sont par exemple députés au Parlement qui promettent de faire des ponts, des trucs comme ça. C'est comme si eux-mêmes ne savent pas quel est le rôle d'un député. Le rôle d'un député. Oui. Et c'est quand même assez étonnant. Et quand vous voyez le nombre de gens qui veulent être députés, je crois que s'il y a 23 000 pour 500 postes, ça signifie qu'ils ne comprennent pas que c'est une tâche lourde, difficile. Et voilà, ça montre, c'est vraiment toute la problématique de la nécessité d'avoir des think tanks dans notre pays. Je vois, pour accompagner dans une sorte de pédagogie politique pour les futurs dirigeants. Les élections de 2023 en République démocratique du Congo et la géopolitique de la RDC, c'est donc le thème de ce grand entretien que nous avons avec vous aujourd'hui. La toute première question sur cette thématique, pensez-vous vraiment que la République démocratique du Congo soit un pays démocratique au vrai sens du terme? Vous savez, j'aime beaucoup, j'ai un ami qui travaille avec moi en Angleterre en fait. Il me dit, il est du Cameroun, et il me dit toujours, votre pays est très avancé parce que ce que vous faites dans votre pays, nous ne pouvons pas le faire dans notre pays. Vous savez, les élections, la démocratie, ce n'est pas seulement les élections, et il n'y a pas une démocratie parfaite, comme on dit. Le pays, moi je me réjouis que nous puissions arriver à ce point. Vous savez, nous avons connu l'époque de Mobutu où le président de la République nommait presque tout le monde. Il nommait même des commissaires des zones. À cette époque-là, il nommait et révoquait tout le monde. Moi-même, j'étais dans un mouvement des étudiants quand on était à l'université de Lubumbashi. À cette époque-là, il y avait élection. Nous avons exigé qu'il y ait des cartes rouges parce qu'il fallait voter vert. Et évidemment, on a amené les cartes rouges. Mais à la fin du processus électoral, les dirigeants et toute son équipe étaient révoqués de l'université par ordonnance présidentielle. Donc vous voyez, aujourd'hui quand je vois le président Tshisekedi, pour qui j'ai beaucoup de respect pour ce qu'il fait, c'est pas facile d'être président d'un pays aussi compliqué que le Congo, faire la campagne pour être élu, je me dis que nous sommes assez avancés. Et quand vous voyez comment les gens s'adressent à lui, c'est que nous sommes sur la bonne voie. Et nous avons des cycles électoraux, je crois que ça c'est le 4e depuis 2006. 4e. Oui, donc ça signifie que la démocratie en République démocratique du Congo, elle n'est pas parfaite, mais nous y allons. Je suis presque rassuré qu'avec un peu de correctif, nous allons vraiment fièrement nous appeler un pays démocratique. Vous parlez de la démocratie sous le prisme seulement des élections. Est-ce qu'il y a d'autres aspects? Oui, l'aspect le plus important, c'est que la population peut parler. Et aujourd'hui, on voit comment les gens parlent. La liberté d'expression. Oui, la liberté d'expression, c'est déjà très important dans le processus démocratique. Vous savez, je suis venu ici juste après le départ de Kabila. J'étais très étonné. Nous croyons que les gens qui parlaient étaient seulement ceux qui étaient à l'extérieur du pays. Mais quand j'ai suivi les radios, j'ai vu comment les gens critiquaient, dire négativement des politiciens de cette époque-là. J'ai dit, nous sommes en train d'avancer petit à petit. La démocratie veut d'abord dire la participation des citoyens à la vie publique et à la prise de décision concernant leur pays. Donc le fait que la liberté d'expression a beaucoup avancé dans ce pays, ça signifie que nous sommes dans la bonne voie. Ça signifie que nous sommes dans la bonne voie, oui. Et ça tombe à pic parce que nous allons entamer le 4e cycle électoral de l'histoire de la République démocratique du Congo
comment voyez-vous les enjeux de ce nouveau cycle électoral? Vous savez, dans un pays, un des éléments les plus importants, c'est comment les pouvoirs se passent. Si vous voyez les nations, vous avez, quand on étudiait encore l'histoire, on disait de César qui était trahi par son neveu. Il a dit « tout quoi que file, vous aussi mon fils », parce que les nations naissent et parfois disparaissent par le mécanisme de passation de pouvoir. Et nous avons vu des coups d'État dans plusieurs pays, nous avons connu des coups d'État dans notre pays, parce que si le mécanisme de passation de pouvoir est bloqué, il y a une façon dure, parfois sanglante, pour que cela s'efface. Et la démocratie, la passation de pouvoir dans notre pays, depuis, surtout après l'élection de 2018, où il y a eu passation pacifique de pouvoir, bien que c'était discuté par beaucoup, mais c'était quand même une chose nouvelle dans notre pays, et nous pensons que cela va être de même aujourd'hui. Vous savez, la stabilité des institutions est très importante pour la stabilité d'un pays. Même pour l'existence d'un pays, quand vous n'avez pas de forces d'institutions, vous êtes vulnérable. C'est comme dans un couple, quand les maris se battent, les époux se battent, vous allez voir les voisins intervenir. Nous avons entendu l'histoire des gérants Mabala, comme on disait chez nous. Donc quand vous n'êtes pas stable, surtout dans le sein de vos institutions, vous allez être vulnérable. Vous savez, les gens disent toujours que le Congo est encore sous le contrôle des autres, mais c'est parce que nous n'avons pas encore des institutions suffisamment stables. Quand vous avez des institutions stables, on vous respecte. Vous savez, aujourd'hui, il est très difficile aux grandes nations du monde, malgré les forces ou la force militaire qu'ils ont, d'intervenir dans certains pays, comme l'Afrique du Sud, parce qu'ils ont des institutions stables, comme dans d'autres pays. Et fortes surtout. Oui, donc nous avons tout intérêt, comme chez nous, nous avons adopté comme mode de passation du pouvoir les élections, nous devons avoir de bonnes élections. Parce que si vous dites que non, nous allons organiser des élections, si vous n'organisez pas de bonnes élections, vous allez finir par un chaos que vous ne saurez pas maîtriser. Voilà pourquoi les enjeux de ces élections sont très importants. Les enjeux sont très importants, je voulais dire, aujourd'hui, et même pour les élections futures. Alors, et même pour les élections futures, restons un peu sur ce sujet-là, des enjeux des élections, au-delà de la passation pour notamment la consolidation des institutions, il y a aussi des enjeux, on va dire, les enjeux électoraux, les discours des candidats, ce qu'ils proposent à la population. On a évoqué ici la question des think tanks. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, les discours que ces politiques proposent à la population, les uns pour leur élection, les autres pour briguer un mandat, sont vraiment en adéquation avec la réalité congolaise? Bon, pas vraiment. Vous savez, la démocratie, dans tous les pays du monde, il y a l'élite. Vous pouvez venir aux États-Unis, vous pouvez aller en Grande-Bretagne. Souvent, l'élite, c'est une minorité des gens. Okay? C'est cette minorité des gens qui dirigent beaucoup de gens. Quand vous avez 23 000 pour 500 postes, ça signifie que la grande majorité de ces gens-là ne sont pas valables. Je ne critique pas les individus de façon, je voulais dire individuelle. Je ne m'attaque pas individuellement aux gens, mais ça signifie que beaucoup ne sont pas bons. J'ai vu beaucoup de discours. Il y a parfois des discours, quelqu'un qui dit « Moi, na changu ya solo ». Je ne sais pas ce que ça veut dire par là. Je ne vois pas le contenu de ces discours. Et puis, il veut être candidat député. Mais il y en a aussi qui parlent de la gouvernance. Il y en a qui parlent de bonnes choses. On sent qu'ils comprennent. Mais moi, je pense que les vrais problèmes se trouvent au niveau de la CENI. Tu vois, Denis Kadima, c'est quelqu'un que je connais. J'ai été avec lui à l'université de Lubumbashi. C'est un ami à moi. Nous avons déjà eu à discuter. Je lui ai dit ce que je pensais. J'ai dit, écoutez, quand nous étions étudiants, nous rêvions d'un Congo grand et prospère. Et nous avons fait des marches parfois à l'université pour que les choses changent. Aujourd'hui, vous savez, on parle souvent des leadership dans notre pays. On critique le leadership de d'autres pays parfois. On l'a vu depuis longtemps. Mais les leaders ne deviennent pas leaders d'eux-mêmes. Vous savez, et quelqu'un avait dit un jour, tout pouvoir se donne. Parce que pour que vous puissiez accéder au pouvoir, vous devez passer par la CENI qui va déclarer que vous êtes candidat valable. Vous avez gagné les élections. Vous devez aller à la Cour constitutionnelle qui va proclamer les résultats. Et il y a des contestations parfois. Et puis vous allez arriver au niveau du Parlement. Vous avez 500 membres au Parlement qui vont approuver de votre Premier ministre. Donc ça fait déjà le nombre de la CENI, je ne sais pas ils sont combien, peut-être 12.
et la Cour constitutionnelle, plus les 500 députés. Donc pour devenir président de la République démocratique du Congo, vous devez avoir l'approbation d'un certain nombre de gens. Donc le leadership n'est pas seulement le leadership de la personne qui est président de la République, c'est aussi tous les gens qui lui accordent ce pouvoir, qui lui accordent ce crédit d'être président de la République. Donc si dans un pays, les choses ne marchent pas, il ne faut pas seulement voir le président de la République, il faut voir les membres du Parlement qui votent les lois qui légifèrent, il faut voir la justice du pays, il faut voir la CENI. Aujourd'hui, parlant des élections, par exemple, il est très important de mettre un accent particulier sur la solidité de l'institution d'appui à la démocratie qui est la CENI et la Cour constitutionnelle qui statue en dernier ressort les résultats des élections. Oui, c'est très important, c'est un rôle capital, c'est un rôle clé. Si la CENI fait un peu comme on a connu à l'époque de Nanga, nous allons de plus en plus, j'ai dit que la passation de pouvoir c'est très important. Quand la population a l'impression qu'il y a toujours tricherie, et je vais parler un peu plus tard de la solidité des institutions du pays, parce que quand vous avez des gens qui sont mal élus, je vais dire comme ça, ou qui ont la réputation d'avoir été mal élus, cela les pousse dans une position de faiblesse, non seulement sur le plan interne, mais aussi sur le plan externe. Et les autres peuvent lui faire les chantages en disant qu'écoutez, nous savons que vous avez été mal élu, mais si vous voulez notre soutien, il faut faire ceci, il faut faire cela. Et directement, cela affecte la souveraineté du pays. Vous savez? Et nous avons souvent tendance à vouloir, je ne sais pas pourquoi nous avons cette tendance à vouloir céder la souveraineté de notre pays à d'autres. Par exemple, quand on disait bon, révision ou audit du fichier électoral, du registre par l'OIF. Moi, j'ai dit que pourquoi nous devons, dans d'autres pays du monde, les informations sur les citoyens sont gardées jalousement. Nous ne pouvons pas vouloir que des institutions, des plus dirigées par une Rwandaise, voir les fichiers électoraux de notre pays, savoir qui est qui. Ce qui a été fait, l'OIF a été écarté sur base notamment de la pression de la population. C'était une bonne décision. Et puis, vous allez voir que, par exemple, si les leaders de l'opposition veulent choisir un candidat unique, ils se retrouvent en Afrique du Sud, où il y a une organisation sud-africaine, ITI, pour les asseoir sur une place et qui discutent pour la candidature unique. Pourquoi nous ne pouvons pas faire ça ici? Pourquoi le dialogue doit toujours intéresser les étrangers? Pourquoi nous ne devons pas avoir la fierté d'avoir notre propre vie en tant que nation et considérer que les autres peuvent aussi être nos amis ou nos ennemis? Un ami d'aujourd'hui, c'est l'ennemi de demain. Alors, plus vous vous confiez à ces gens-là, vous vous mettez à la place publique. Il y a des choses qui doivent être secrètes. Alors, donc voilà un peu ce que j'ai dit. C'est que la crédibilité des élections est très importante. Elle garantit aussi la stabilité de notre pays. Vous savez, comme j'ai dit, si un président est mal élu, je ne dis pas que les autres ont été mal élus, mais s'il a même la réputation d'avoir mal élu, il sera objet de chantage, même du Parlement. Parce que qu'est-ce qui arrive dans notre pays? Vous savez, parfois on s'est dit pourquoi le parlementaire est payé à ses salaires. Parce que le parlementaire a le pouvoir sur le président de la République, pas un pouvoir direct, mais un pouvoir indirect. Parce que le président ne peut pas fonctionner lui-même, il n'est pas le président de l'exécutif. Le président de l'exécutif, c'est le Premier ministre. Or, le Premier ministre ne le devient qu'après avoir présenté un programme de gouvernement qui a été approuvé par le Parlement. Or, les parlementaires font un chantage au président depuis 2003. Tu vois, ils disent que, écoutez, si vous voulez que nous acceptions votre Premier ministre, nous voulons avoir des émoluments un peu plus importants. C'est une histoire qui a toujours été dans notre pays. Ce n'est pas une histoire nouvelle. J'ai beaucoup écrit sur la République démocratique du Congo, déjà à l'époque, dans les années 90. Le premier parlement de Lumumba, si vous entrez dans les archives, leur premier point à l'ordre du jour, c'était augmentation plutôt des heures émoluments. C'était leur premier point à l'ordre du jour. Donc, parce que ces gens savent qu'ils ont le pouvoir et ils utilisent ce pouvoir pour faire une sorte de chantage à la nation, je peux dire, ce qui n'est pas bon. Ce qui n'est pas du tout bon. Parlons un peu du rôle
du président de la République, lui qui est justement issu de ces élections-là. Le rôle du président de la République aujourd'hui, on a l'impression que ça prête un peu à confusion. On accorde en tout cas beaucoup d'importance au président de la République, tout en sachant qu'il est issu, tout comme les parlementaires des élections. C'est le Premier ministre, par exemple, qui est responsable devant le Parlement lorsqu'il faut défendre l'action gouvernementale. Mais pourquoi on accorde autant d'importance au seul président de la République? Quel est son rôle? En fait, vous savez, en Grande-Bretagne, pendant la Première ou la Deuxième Guerre mondiale, je crois que c'était pendant la Première Guerre mondiale, il y avait une loi qu'on appelait Protection of the Real Arm. C'était quoi? C'est que ils ont dit que notre pays est menacé, nous allons mettre tout pour protéger l'intégrité territoriale du pays. Le premier rôle d'un président de la République, c'est l'intégrité territoriale du pays. Et je crois que le président Tshisekedi avait compris cela quand il a dit lui-même, si je ne ramenais pas la paix à l'est du pays, j'aurais échoué dans ma mission. Il a compris cela. Le deuxième point, c'est l'économie. C'est-à-dire, on dit, avant on disait, faites-moi une bonne politique, je vous ferai la bonne économie. Mais aujourd'hui, on dit plutôt, faites-moi une bonne économie, je vous ferai une bonne politique. Dans notre pays, je crois que l'importance qu'on donne à la présidence au président de la République est d'ordre historique. Je crois à l'époque de Mobutu, on a vu un président dominant sur tout, et les gens ont toujours cette notion-là, le président doit dominer sur tout. Et parfois ça m'étonne personnellement, je me dis que le président a beaucoup d'autres choses à faire. La sécurité à l'Est, l'économie du pays, avoir un plan de développement clair, un plan économique très clair. Et il y a parfois des petites routes dans la ville de Kinshasa que je vois qui peuvent bien être construites par la ville de Kinshasa. Ça ne doit pas être le président de la République qui fait tout. Et moi, même si j'étais gouverneur de la ville, ça me gênerait qu'on ne voit pas ce que j'ai fait. Je sais que le gouverneur a fait beaucoup de choses, on a vu ça avec certains de ses projets. Mais je crois que la majorité de gens ne comprennent pas encore très bien quel est le rôle du président. Ils ne comprennent pas très bien quel est le rôle du député national. Il faudrait qu'il y ait des émissions, comme vous, il faut faire des émissions à la télévision, à la radio, pour que les gens comprennent quel est le rôle du président. Ce n'est qu'à ces prix-là, même la participation de ces citoyens aux élections aura une certaine valeur. Tu vois, quand vous devez voter, vous savez, en Grande-Bretagne, il y a eu un vote sur Brexit. La Grande-Bretagne a voté de sortir de l'Union européenne. Aujourd'hui, nous souffrons, le pays souffre économiquement, mais parce que la plupart des gens ne comprenaient pas exactement Brexit c'est quoi. Pour eux, c'était voter contre l'immigration, ceux qui ont voté pour Brexit. Donc si le peuple ne sait pas, ne comprend pas quel est le rôle du président, quel est le rôle d'un député, ils ne sauront jamais faire de bons choix. Ils ne sauront jamais faire du bon choix face à cette surestimation, on peut le dire ainsi, du président de la République. Est-ce qu'il n'est pas important de basculer carrément vers un régime totalement présidentiel au lieu de celui semi-présidentiel que nous avons actuellement? J'ai écrit un article, je crois, juste avant les élections de 2018, où je disais, à propos de ces élections, fallait-il modifier la Constitution, parce qu'on parlait de vouloir modifier la Constitution. Mais ça, il faudrait vraiment que les gens y réfléchissent très profondément, parce que moi, j'ai toujours pensé que s'il y a quelque chose à modifier dans la Constitution de la République démocratique du Congo, c'est peut-être de modifier les systèmes qu'on a, les systèmes semi-présidentiels, parce que ce système constitue, ça crée une situation, comme j'ai dit avant, où le Parlement fait le chantage au président de la République. Exactement. Parce qu'ils ont le pouvoir d'avaliser son Premier ministre. Et ils utilisent ce pouvoir pour avoir encore plus d'argent comme salaire. Ils ont maintenant 21 000 dollars américains. Un parlementaire congolais touche peut-être 5 fois plus qu'un parlementaire de la Grande-Bretagne. C'est une anomalie qu'il faudra corriger. Mais donc, peut-être qu'il faudrait cela. Mais je ne pense pas que le Congo va un jour rentrer dans un système présidentiel. Non. Est-ce que c'est nuisible au pays si on basculait dans ce système-là?
au vu notamment de la perception de la grande masse de la population? Bon, parfois il faut voir pour comprendre. Je crois que dans tous les systèmes politiques, il y a du bon et du mauvais. Tu vois? Parce que quand vous avez un système présidentiel, il y a des choses qui seront bonnes ou des choses qui seront mauvaises. Je ne suis pas constitutionnaliste. Je ne sais pas comment ça sera. Mais l'expérience de Mobutu, 32 ans de pouvoir, a été assez douloureux pour beaucoup de gens pour accepter ces régimes. Peut-être que si les pays devenaient un peu plus matures, on trouverait dans un régime parlementaire, mais qui sait, il y a aussi des bons et des mauvais. Voilà, nous avons donc actuellement en RDC un régime semi-présidentiel, semi-parlementaire, mais ce Parlement-là, on a l'impression que ceux qui sont élus ne font pas vraiment leur travail. On a évoqué ici notamment les discours que nous voyons dans cette campagne électorale de la part des candidats à la députation, certains qui ne savent même pas vraiment le rôle d'un député. Quel est vraiment le rôle de cette assemblée, de ce Parlement qui est censé représenter la population? C'est une très bonne question. D'ailleurs, cela me pousse à dire un peu pourquoi nous avons parlé des élections actuelles et la géopolitique de la RDC. Vous savez, comme j'avais dit, lorsque dans un pays les institutions ne fonctionnent pas très bien, vous êtes menacé parce que vous allez être un pays très pauvre dans son fonctionnement. Par exemple, quand on parle de réformer l'armée aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui seront votées par les parlements. C'est vrai que si les parlementaires ne font pas bien leur rôle, d'ailleurs, c'est très important que je puisse revenir, vous êtes revenu à cet aspect. Vous savez, je me suis dit, quand les gens votent pour les députés, un député, c'est un représentant du peuple. Bon, moi, si je suis, par exemple, je cite un exemple de Moïse Katumbi, Ensemble, c'est son parti, c'est Ensemble. Je vote Ensemble pour la nation. Je vote pour un député que je pense partage les idées de Moïse Katumbi. Le type vient au niveau du Parlement. Il me représente, ou la femme. Mais s'il change de camp, il ne me représente comme plus. Ce qu'on a vu au cours de ces 5 dernières années. Oui, ça signifie qu'il y a un dysfonctionnement dans les institutions du pays. Parce que les députés qui sont élus, ils sont élus avec faisant croire à la population qu'ils sont par exemple de gauche ou de droite, mais quand ils arrivent au niveau du Parlement, ils changent de camp carrément. Il faudrait qu'il y ait un mécanisme pour contrôler cela. Bon, vous avez souligné un point très important, ils ne font pas très bien leur rôle. Je parlais de la géopolitique du Congo. Par exemple, si le président de la République signe des traités, le Parlement devrait voir cela pour que ces traités deviennent de loi. Il faudrait que le Parlement puisse jeter un coup d'œil, discuter de ça et approuver de cela. Mais j'ai appris que ça ne se passe pas comme ça. Sur les ordonnances que le président prend. Oui. C'est de par l'arsenal juridique qui est là dans le pays. Donc, en principe, le Parlement devrait jouer pleinement son rôle. Mais si, par exemple, les membres du Parlement changent des camps comme ça, eux aussi sont affaiblis. Et quand le Parlement est affaibli, c'est tout le pays qui est affaibli. Voilà pourquoi j'ai dit que le Congo, la République démocratique du Congo, ne sera jamais une force si nous n'avons pas des institutions légitimes, crédibles et qui font bien leur travail. D'où l'importance du bon fonctionnement de ces institutions-là. Du bon fonctionnement des institutions. Je cite un petit exemple. Beaucoup de gens me parlent de la CENI. Quand vous entendez CENI en République démocratique du Congo, CENI signifie Kadima. Tout le monde dit Kadima. Kadima fait ceci, Kadima fait cela. Mais la CENI n'a pas que Kadima. Il y a d'autres membres dans la CENI. Tu vois. Alors, la CENI devrait fonctionner comme une sorte de présidence collégiale, un peu quelque chose dans ce sens-là. Parce qu'il y a la permanence, je crois, des membres permanents de la CENI qui sont là. Et la CENI dépend du Parlement congolais. Donc, ce n'est pas un organe qui évolue dans un vase clos. Tu vois. La CENI n'est pas comme un dieu qui décide sur le sort des élections en République démocratique du Congo. Si les choses ne vont pas, la CENI est redevable vis-à-vis du Parlement de la République démocratique du Congo. Si les élections ne vont pas bien, il ne faudrait pas un jour qu'on blâme seulement le président de la CENI, mais les gens aussi à qui ce président est redevable. Donc c'est un peu ça. Donc face à tout ce tableau ici, est-ce qu'on peut dire que le pays est en péril, tout simplement? Vous savez,
nous avons déjà perdu à peu près, les statisticiens ou les gens qui ont fait des études dans ces domaines ont dit que nous avons déjà perdu 10 millions de gens à l'est du pays. 10 millions de gens représentent déjà 1/10 de la population congolaise. Tout à fait. Si dans un pays, vous perdez 10 millions, 1/10 de votre population, il faut avoir peur que le pays soit en péril. Il y a des civilisations qui ont été détruites. Tu vois? Il y a des civilisations qui ont été détruites. Nous devons laisser cette nonchalance que nous avons de ne pas nous prendre au sérieux parce que nous risquons un jour de périr. Parfois, quand je vois aujourd'hui, avant nous avions peur des Occidentaux, mais aujourd'hui on dit le Rwanda nous agresse. Vous savez, parfois ça fait honte de dire qu'un petit pays comme le Rwanda agresse la République démocratique du Congo. Nous avons à peu près 160 000 militaires dans notre pays, dans notre armée. Le Rwanda en a peut-être 30 000. Si vous dites qu'une armée de 30 000 agresse une armée de 160 000, les gens vous trouveront ridicule. Et nous sommes devenus ridicules à la face du monde. Parce qu'on dit le Rwanda nous agresse. Le Rwanda, c'est un tout petit pays. Mais pourquoi le Rwanda nous agresse? Nous devons nous poser des questions. Pourquoi un petit pays comme ça peut nous terroriser comme ça? Parce que c'est du terrorisme. Nous avons peur. Nous allons même au-delà du M23. On dit le M23, c'est le Rwanda. Mais le Rwanda lui-même, c'est comme toi, tu es un adulte de 30 ans. Tu dis non, il y a un enfant de 2 ans qui m'agresse. Derrière lui, il y a un autre enfant de 3 ans. Mais les gens vont vous trouver ridicule. Donc, je ne sais pas qu'il faut blâmer les gens. Mais nous devons nous regarder dans les yeux et nous poser des questions sérieusement. Pourquoi cet état des choses? Il y a des raisons, tu vois. Et ce n'est qu'à ce prix-là que nous allons sortir. Nous avons voulu construire un pays grand et prospère. Si les petits pays nous terrorisent aujourd'hui, qu'est-ce que nous serons lorsque, par exemple, nous serons en conflit contre l'Angola, par exemple. Tu vois? Ils vont nous annihiler. Si aujourd'hui nous avons peur du Rwanda, tu vois. Donc si nous ne changeons pas notre façon de fonctionner, nous risquons d'être annihilés. Ce changement doit aller dans quel sens? Vous avez parlé du Parlement qui ne fonctionne pas bien. Vous avez parlé comme l'élection de Nanga, où la loi électorale dit bien à la CENI que la CENI devrait publier les résultats bureau par bureau de vote et publier ça dans leur site internet. Nous n'avons jamais vu ça. Voilà pourquoi j'ai dit que les élections de 2023 devaient être un grand tournant dans l'histoire de notre pays. Nous allons réussir plus si nous avons des élections crédibles, si nous avons des élections transparentes. Si vous voyez, la modification de la loi électorale a reconnu qu'il y avait beaucoup d'irrégularités. Il y avait beaucoup d'irrégularités dans la traçabilité, la compilation des résultats des votes. Ce qui s'est passé, c'était une mascarade, en quelque sorte. Parce qu'on ne sait même pas dire, quand quelqu'un a été élu, il a été élu exactement comment. Ne pas publier les résultats bureau par vote est une sorte de tricherie. Et donc il est aujourd'hui important d'avoir une sorte d'unanimité, en tout cas pour ces élections ici, après les résultats. Il est très important pour la survie du pays, notamment d'avoir une sorte d'unanimité autour des élus qui vont sortir de ces scrutins. Oui. Moi, j'ai dit aujourd'hui, parfois les gens me disent, tu es pour qui? J'ai dit, je suis pour qu'on ait des élections crédibles. C'est très important. Nous devons faire un pas. Nous devons aller de plus en plus dans la perfection. Donc, ces élections de 2023 devrait être un tournant. Nous devons, au moins pour la toute première fois, avoir des élections crédibles. C'est très important. C'est vrai qu'il y aura des petites contestations, il y en a toujours, dans beaucoup de pays aussi, ça arrive. Mais il faudrait que la majorité des gens disent que voilà, le président que nous avons élu, c'est lui que nous avons choisi. Les députés que nous avons élus, ce sont les députés que nous avons choisis. Et je sais que, parce que je discute avec certains membres de la CENI qui sont des amis avec qui je cause, ils me garantissent toujours que non, soyez tranquilles, cette fois-ci, le peuple congolais aura ce qu'il a toujours souhaité. Je les mets en défi de le faire. Je les mets en défi de publier les résultats selon la loi congolaise qui dit dans 1.6 que la CENI a l'obligation, ce n'est pas une faveur qu'on fait au peuple. Vous ne pouvez pas prendre 1,2 milliard d'un pays si pauvre pour une mascarade. Non, nous ne pouvons pas tolérer cela. Je crois qu'à l'époque de Nanga, c'était une surprise que les gens ne s'attendaient pas à cela. Mais cette fois-ci, je crois que
pour la crédibilité même de notre pays, pour sa souveraineté, pour l'unité du pays, pour vraiment bloquer la balkanisation de notre pays, nous devons avoir des institutions solides. Et ces institutions solides, crédibles, ne peuvent venir que des élections crédibles. Ne peut venir que des élections crédibles, ce qui passe notamment par le respect de la loi électorale qui prévoit la publication des résultats bureau de vote par bureau de vote. Oui, je félicite beaucoup mon ami Denis Kadima, s'il va nous suivre. Vous savez, parfois, ce n'est pas facile d'être président de la CENI. Tout le monde vous regarde, malgré que vous n'avez toujours pas tous les moyens qu'il faut pour faire votre travail. Mais ce n'est pas facile. Mais je crois que jusque-là, la CENCO l'a reconnu, le travail est quand même acceptable. Nous ne savons pas ce qui va advenir le 20 décembre, mais je suis convaincu qu'ils ne dorment pas pour nous livrer un travail bien fait. Ça sera une grande déception pour moi si le travail est bâclé. Et nous devons avoir un système où ces gens sont redevables. Tu vois. Si le pays dépense 1 milliard... 1 milliard 100 millions. 100 millions du trésor public pour organiser des élections, ces élections doivent être fiables. Tu vois. Sinon, ça ne sert à rien. Sinon, on ferait mieux de ne même pas avoir des élections du tout. Nous voulons avoir une démocratie, respectons les règles. Et c'est le challenge que je leur lance, de démontrer au peuple congolais qu'ils sont capables de le faire. Vous savez, dans notre pays, il y a un problème de responsabilité. Les grands problèmes du pays, du Congo, c'est la responsabilité. Les gens ne sont pas responsables, souvent, de leur position. Vous savez, j'ai dit souvent une chose, ça c'est moi quand je discute avec des amis, j'ai dit, un des échecs de la République démocratique du Congo, c'est l'échec de l'Église catholique. Parce que, premièrement, c'est la plus forte, c'est le plus grand groupement de la société civile dans notre pays. Et la plupart de nous, nous avons presque tous été dans une école catholique, en tout cas la grande majorité. C'est eux qui nous ont formés, bien qu'il y a d'autres églises qui sont venues un peu plus tard. Donc, parfois je me dis, si la CENCO supervise les élections, il ne peut pas être comme ça, comme si c'était rien du tout, dire que bon, voilà, les résultats ne sont pas conformes à la réalité, et puis ils croisent les bras. C'est comme une sentinelle chez toi qui te dit, je sais qui a volé ta voiture, mais je ne dirai rien. Imaginez-vous, votre sentinelle vous dit ça. Je sais qui vous a volé votre voiture, mais je ne dirai rien. C'est exactement ce que la CENCO fait. Tu vois, j'ai suivi une intervention de secrétaire général de la CENCO qui disait que cette fois-ci, ça sera un peu différent. Qu'il demande aux gens de ne pas quitter les bureaux de vote jusqu'à ce qu'il y aura publication. Je ne sais pas, je ne pense pas que la CENI va publier les résultats le même jour. Bon, est-ce qu'il faut que les gens restent là pendant tout ce temps? Je ne sais pas. Mais en tout cas, moi, je crois que la CENCO, nos prêtres catholiques devraient savoir que si la nation est en péril, ils sont aussi en péril. C'est comme un bateau. Quand les bateaux coulent, vous coulez tous. Tu vois? Ils ne vont pas faire une discrimination entre les catholiques et les autres. Nous avons vu ce qui s'est passé à la mort du président Marie Ngouabi. Même le cardinal de Brazzaville, je crois qu'il s'appelait Biayenda, si je me souviens bien, qui a été tué. Donc, quand le pays est en péril, c'est tout le monde qui est en péril. Donc, ils doivent prendre sérieusement, prendre très au sérieux les travaux qu'ils font. S'ils ne veulent pas donner au peuple congolais les vrais résultats, même après, je sais qu'ils n'ont pas le droit de publier les résultats avant la CENI, mais qu'ils disent au moins à la fin, voilà les résultats. Ils doivent aider le peuple, ils doivent s'aider aussi. S'ils ne veulent pas faire, ça ne sert à rien de faire des travaux, comme on dit en anglais, half job, c'est-à-dire tu fais la moitié du travail. Pourquoi alors donner l'espoir aux Congolais, disant que non, vous serez leurs yeux, vous serez leurs oreilles, mais quand il faut dire, vous restez muets. Vous dites seulement, ça n'aide pas du tout. Tu vois? Ouais, et donc aujourd'hui, si le pays est en danger, tout le monde est en danger. Nous sommes et tous, donc, chacun doit prendre ses responsabilités. Oui, les gens doivent prendre leurs responsabilités. Vous savez, j'ai des gens que je vois dans ces pays qui sont aisés, qui ont de l'argent. Mais quand il pleut, tout le monde va sur les mêmes routes. Vous ne pouvez pas avoir l'argent et créer vos propres routes. Vous ne pouvez pas avoir l'argent et créer vos propres aéroports. Et quand il y a... si vous êtes malade aujourd'hui, si vous n'avez pas de bons hôpitaux, vous n'avez pas de bons spécialistes, parce que parfois on confond un hôpital et la bonne santé. Vous devez avoir des spécialistes. Vous savez, parfois quand il y avait par exemple le Covid, j'ai vu des ventilateurs qu'on a donnés aux hôpitaux. Je me suis posé des questions. Est-ce que ces hôpitaux ont des spécialistes en soins intensifs?
Est-ce qu'ils ont des infirmiers qui sont spécialisés en soins intensifs? Est-ce que la population peut payer le soin de rester dans un ventilateur pendant 2-3 mois? C'est pas facile. Ça signifie que nous devons être conscients du fait que si le pays ne va pas, personne n'est épargné. Que vous soyez riche ou pauvre, s'il n'y a pas de route, tout le monde paye le prix. Vous voyez, passer de coin à coin, s'il y a des embouteillages partout, même les gens qui sont dans des véhicules 4x4, n'importe quelle sorte, ils sont bloqués à l'embouteillage. Ils sont tous dans l'embouteillage. Et vous êtes dans des trous, des routes. Donc, tout le monde doit essayer d'être conscient du fait que nous y sommes dedans, nous tous. En anglais, on dit « we are in it together ». Donc, le malheur du pays sera le malheur de tout le monde. Personne ne sera épargné. Personne ne sera épargné. Oui. Merci beaucoup, Dr Florent Poumou, d'avoir accepté notre invitation aujourd'hui pour ce grand entretien. Merci, c'est à moi de vous remercier. Ça a été vraiment une faveur pour moi. Et en tout cas, que vous soyez bénis, que Dieu puisse bénir la République démocratique du Congo. Merci beaucoup. Merci à vous également d'avoir suivi ces grands entretiens sur Ecofin Télévision. C'est terminé pour aujourd'hui. Rendez-vous au tout prochain numéro. À très vite. Merci.